Et si la plus grande catastrophe écologique de la guerre n'était pas un simple accident, mais le fruit d'un plan parfaitement orchestré par ceux qui se présentent comme victimes? Dans la nuit du 6 juin 2023, la centrale hydroélectrique de Kakhovka vole en éclats. En quelques heures, des torrents furieux engloutissent plus de 40 villages et quartiers. Des milliers de familles m'enfuient, abandonnant derrière elles des vies brisées et une nature dévastée. Des dizaines de morts, des centaines de milliers de personnes privées d'eau potable, une faune et une flore anéanties. Le désastre dépasse l'entendement. Un écosystème entier effacé sous nos yeux. Mais cette scène tragique n'est pas sans précédent. Rappelons-nous par exemple la catastrophe du barrage de Banqiao en Chine, en 1975. La rupture de ce barrage, elle aussi, fit des ravages inouïs. Plus de 160 000 victimes, des millions de personnes déplacées, des terres agricoles stérilisées pour des décennies. Comme à Kakhovka, la question des responsabilités avait été brouillée par la propagande d'État et la désinformation, chacun cherchant à minimiser sa part de culpabilité. Les accusations tombent aussitôt. L'Ukraine vise la Russie, criant au terrorisme, aux crimes de guerre. Moscou contre-attaque, ce serait une provocation ukrainienne, une mise en scène destinée à masquer l'échec d'une offensive. 1 an et demi plus tard, la vérité demeure insaisissable. Malgré un flot d'images et d'expertises, les médias occidentaux adoptent massivement la version ukrainienne. Pourtant, des voix discrètes évoquent des éléments troublants, des incohérences persistantes. Qui croire? À qui profite vraiment ce désastre? Nous risquons de devenir complices d'une propagande qui altère notre perception du monde, oriente nos choix, érode notre esprit critique. Avant d'accuser quiconque, il faut revenir aux faits. Qu'était la centrale de Kakhovka? Pourquoi jouait-elle un rôle si crucial? Pour comprendre, il faut replonger dans le contexte de cette guerre. C'est là que tout commence. La centrale de Kakhovka n'était pas un simple barrage. Son importance stratégique s'est construite au fil des décennies jusqu'à devenir un enjeu vital dans la guerre. Pourquoi la centrale de Kakhovka était-elle le point névralgique du sud de l'Ukraine? Pour saisir la gravité de la catastrophe, il faut remonter aux années 50, quand la centrale hydroélectrique de Kakhovka fut érigée sur le Dniepr. Bien plus qu'un barrage, elle devient la pierre angulaire de l'infrastructure régionale. Kakhovka assure un double rôle vital. Elle alimente en eau et en électricité tout le sud, irrigue des milliers d'hectares agricoles et garantit l'approvisionnement de la Crimée via le canal nord-criméen. Sans son fonctionnement, des villes entières, des industries et même la centrale nucléaire de Zaporijia se retrouvent menacées de pénurie. Pour mieux comprendre, imaginez une ville comme Kherson, dépendant de cette source d'eau pour son quotidien, pour son agriculture, pour son industrie. Si vous supprimez l'apport en eau de Kakhovka, la ville s'étiole rapidement, les récoltes fanent, les usines s'arrêtent. C'est tout un mode de vie qui s'effondre comme on l'a vu à plusieurs reprises dans l'histoire, notamment lors de la sécheresse du Dust Bowl aux États-Unis dans les années 30, où la perte d'irrigation avait provoqué un exode massif. Dès le début de l'invasion russe, en février 2022, le barrage devient un enjeu stratégique immédiat. La centrale se retrouve en première ligne, à la fois symbole et levier militaire. Les deux camps comprennent qu'en perdre le contrôle, c'est risquer l'effondrement logistique de la région. Pendant plus d'une année, Kakhovka reste sous occupation russe, mais continue de fournir eau et électricité des deux côtés du front. Cette situation paradoxale révèle l'interdépendance extrême des belligérants vis-à-vis de l'infrastructure. Pour illustrer cela, souvenons-nous de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Allemands ont tenté de détruire les barrages de la Ruhr pour freiner l'avancée alliée. L'impact sur la logistique et l'économie fut immédiat, prouvant que la guerre moderne n'est pas seulement une affaire de tranchées, mais aussi de contrôle des ressources vitales. Tout bascule au matin du 6 juin 2023. Une explosion d'une violence inédite détruit la digue. En quelques heures, des millions de mètres cubes d'eau inondent la plaine, balayant villages, routes et vies. Le bilan est effrayant. Des dizaines de localités submergées, des centaines de milliers de personnes privées d'eau potable, une catastrophe écologique majeure. L'impact dépasse largement les frontières locales. Pour comprendre l'ampleur de cette catastrophe, imaginez la rupture du barrage de Vajon en Italie en 1963 qui avait dévasté la vallée en quelques minutes, tuant près de 2000 personnes. La destruction de Kakhovka, bien que différente dans ses modalités, renvoie à la même terreur, la puissance incontrôlable de l'eau libérée et la fragilité de nos ouvrages face à la guerre et à la négligence. Négliger le rôle stratégique de telles installations, c'est ignorer l'ampleur des conséquences humaines, écologiques et géopolitiques.
Ce drame rappelle que la guerre moderne se joue aussi autour des infrastructures vitales, bien au-delà des lignes de front. Mais alors, dans ce chaos, qui avait le plus à gagner et qui le plus à perdre? Décortiquons maintenant les deux versions officielles et dévoilons les intérêts cachés derrière chaque récit. Chacune des deux versions officielles façonne une réalité différente, influençant la perception internationale. Pour comprendre ce qui s'est réellement joué, il faut d'abord analyser ces récits contradictoires. Deux récits, deux vérités inconciliables, deux machines de guerre médiatiques. Qui croire après la destruction de la centrale de Kakhovka? Commençons par la version ukrainienne. D'après Kiev, la Russie aurait fait exploser la centrale afin d'entraver la contre-offensive ukrainienne, couvrir la retraite de ses troupes et priver la région d'eau potable et d'irrigation. Ce triple objectif, selon les responsables ukrainiens, s'inscrit dans le contexte militaire du début du mois de juin 2023. L'Ukraine préparait une percée décisive et la Russie aurait tenté de transformer le front sud en marécage infranchissable, ralentissant les manœuvres ennemies et toute riposte future. Pour étayer son accusation, l'Ukraine avance plusieurs éléments. Des interceptions d'appels entre soldats russes, des témoignages d'habitants affirmant avoir observé des mouvements suspects près du barrage et des analyses d'experts occidentaux suggérant une explosion interne, donc déclenchée par ceux qui contrôlaient la centrale, c'est-à-dire la Russie. L'accès strictement limité au site, imposé par l'armée russe, est aussi présenté comme une tentative de masquer la réalité du sabotage. À titre d'exemple, lors de la guerre du Kosovo, les partis adverses avaient également manipulé des interceptions téléphoniques pour accuser l'autre camp de crimes de guerre. On sait aujourd'hui que ces preuves peuvent être aisément fabriquées ou sorties de leur contexte afin de servir un récit officiel. Face à cette version, la Russie riposte. Selon Moscou, ce drame serait une provocation ukrainienne, destinée à détourner l'attention des revers militaires et à provoquer une vague d'émotions internationales, espérant ainsi obtenir un soutien accru de l'Occident. Les responsables russes accusent Kiev d'avoir frappé la centrale avec des missiles, profitant du chaos ambiant pour en accuser la Russie. Ils brandissent des images satellites, des fragments de roquettes retrouvés sur place et des témoignages affirmant avoir entendu des explosions extérieures. Cette stratégie rappelle la destruction du pont de Lodz pendant la Première Guerre mondiale. Chaque camp s'était accusé mutuellement, produisant photos, témoignages et rapports d'experts, tandis que la vérité se dissolvait dans la cacophonie des propagandes. À Kakhovka, la situation est similaire, chaque élément de preuve pouvant être interprété dans un sens ou dans l'autre. Chaque camp expose ses preuves, ses experts, ses témoins, ses rapports. Mais derrière cette course à la vérité, c'est surtout une bataille de récits. Qui a le plus à gagner ? Pour l'Ukraine, accuser la Russie permet de renforcer le soutien international, de diaboliser Moscou et de faire oublier, au moins temporairement, la difficulté de la contre-offensive. Pourtant, perdre une infrastructure vitale, sacrifier l'eau et l'énergie de millions de civils, représenterait un coût politique et humain immense. Pour la Russie, saboter la centrale pouvait offrir un gain tactique immédiat, ralentir l'ennemi, couvrir une retraite, compliquer l'approvisionnement en Crimée, mais au prix d'un désastre environnemental et d'une image internationale encore plus ternie. Le bénéfice n'est pas évident et le pari stratégique semble risqué, voire suicidaire. Pour aller plus loin, souvenons-nous du sabotage du pipeline Nord Stream en 2022. Là encore, l'origine de l'explosion reste controversée, chaque camp accusant l'autre, tandis que les conséquences économiques, politiques, environnementales se sont fait sentir bien au-delà du théâtre des opérations. Dans cette guerre de l'information, la réaction internationale devient décisive. Dès les premières heures, l'Occident a repris la version ukrainienne, condamnant la Russie avant toute enquête complète. Pourtant, après plus d'un an, aucune preuve irréfutable n'a été produite, ni par Kiev, ni par Moscou. Les experts indépendants restent prudents, réclament un accès total au site et dénoncent pour la manipulation des faits par les deux camps. Croire aveuglément l'un ou l'autre, c'est risquer de devenir complice d'une propagande sophistiquée. C'est renoncer à la nuance, à l'esprit critique et s'enfermer dans des certitudes sans fondement solide. Mais alors où se cache la vérité ? Existe-t-il des éléments vraiment objectifs, des faits indépendants pour trancher ? Pour avancer, il faut désormais examiner les analyses des rapports neutres, écouter les témoignages directs et scruter les zones d'ombre que chaque version cherche à dissimuler. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé à Kakhovka, il faut dépasser les récits officiels et se plonger dans les rapports des observateurs indépendants. Ce sont ces sources méconnues qui pourraient révéler la part de vérité que chacun cherche à cacher. Prenons l'exemple du rapport de l'ONU sur la destruction du barrage de Bouzé en Afrique de l'Ouest.
Seule une mission indépendante, ayant accès aux deux rives du fleuve, a pu établir les responsabilités après des mois d'investigation et la collecte de centaines de témoignages croisés. À Kakovka, aucun organisme international n'a eu un tel accès complet. Mais si la vérité se faufilait ailleurs, dissimulée derrière les discours officiels, lorsque deux pouvoirs s'affrontent, ce sont souvent les silences et les contradictions qui révèlent les secrets les plus dérangeants. De part et d'autre du Dniepr, les témoignages se multiplient, civils, soldats, ingénieurs de la centrale. Tous décrivent la violence du choc, la montée soudaine de l'eau. Pourtant, leurs récits divergent sur l'origine exacte de la catastrophe. Certains affirment avoir perçu plusieurs détonations, d'autres parlent d'une seule explosion, d'une brutalité inédite. Quelques militaires, sous couvert d'anonymat, évoquent en des mouvements inhabituels la veille, des allées et venues suspectes autour des installations. Des voix discrètes, en Russie comme en Ukraine, murmurent que la version officielle ne tient pas. Des incohérences troublent le récit. Pourquoi la surveillance de la centrale a-t-elle été allégée précisément cette nuit-là ? Pourquoi les alertes techniques enregistrées plus tôt ont-elles été tues ? Les experts étrangers, eux, restent divisés. Privés d'accès direct, ils ne disposent que d'images satellites, de modélisations, de quelques débris observés à distance. Leurs analyses s'opposent, faute d'expertise sur place. Ce flou alimente la suspicion et entretient la confusion. Dans un cas semblable, lors de la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima en 2011, la confusion initiale fut telle que les versions officielles masquèrent longtemps la réalité de la fusion du cœur, ce qui retarda l'intervention internationale et aggrava les conséquences. Alors la question brûle, à qui profite le crime ? La destruction de la centrale n'a pas seulement provoqué des morts tragiques, plusieurs dizaines de victimes, des milliers de personnes déplacées, des centaines de milliers privés d'eau. Les conséquences militaires sont immenses. De vastes plaines inondées deviennent infranchissables, bouleversant les stratégies sur le front sud. Sur le plan politique, le choc retentit à l'international. L'Ukraine se pose en victime, la Russie en bourreau, et l'Occident renforce son appui à Kiev. Mais la réalité est-elle aussi linéaire ? Certains scénarios alternatifs méritent d'être posés. Et si la catastrophe découlait d'un accident technique, conséquence de mois de négligence et de tensions structurelles, ou bien d'une manœuvre délibérée destinée à masquer un revers militaire, voire à provoquer un sursaut international ? D'autres encore évoquent l'ombre d'un troisième acteur, étranger au conflit, prêt à tout pour attiser la guerre et manipuler l'opinion mondiale. Pour illustrer cette hypothèse, rappelons-nous l'affaire de l'incendie du Reichstag en 1933, un événement dramatique attribué aux ennemis du régime, mais qui servit surtout à justifier une répression accrue et un changement de cap politique. De la même manière, la destruction de Kakovka aurait pu servir des intérêts cachés, dépassant le simple affrontement russo-ukrainien. Refuser d'explorer ces pistes, c'est accepter que la vérité soit confisquée par les puissants et que le récit dominant s'impose sans débat. L'enjeu n'est pas seulement d'identifier le coupable, mais de défendre l'esprit critique face à la manipulation des faits. Dans cette guerre d'ombre et de versions contradictoires, comment distinguer le vrai du faux, et surtout que retenir pour nos propres choix d'information et de jugement à l'heure où la propagande façonne la perception du monde ? Et si, au fond, cette tragédie révélait surtout la fragilité de notre rapport à la vérité ? Car derrière l'émotion, il reste une question lancinante. Qui contrôle vraiment le récit ? Et pour servir quels intérêts ? Dans la guerre moderne, ce n'est plus la vérité qui triomphe, mais celui qui sait imposer son récit à tout prix. Revenons aux faits. Dans la nuit du 6 juin de l'an 2023, un immense barrage explose, libérant des flots qui engloutissent des dizaines de villages. Hommes, femmes, enfants sont arrachés à leur vie. Des pertes humaines et écologiques d'une ampleur planétaire. Pourtant, presque aussitôt, l'enjeu se déplace. La première bataille se joue sur le terrain de l'information. Quelle version deviendra la réalité acceptée ? En quelques heures, Kiev accuse Moscou, relayé par l'Occident sans réserve. Moscou rejette la faute sur l'Ukraine. Les médias occidentaux s'alignent, faisant d'une hypothèse leur vérité officielle, bien avant que les preuves n'aient émergé. Ce qui anime chaque camp, ce n'est pas la vérité nue, mais le calcul politique. Gouvernement et médias orchestrent une communication foudroyante, étouffant toute nuance ou doute. Plus le message circule vite et fort, plus il s'impose, peu importe qu'il soit juste. Dans ce tumulte, la réalité devient accessoire. La force médiatique, saturer l'espace public avant l'adversaire, pèse bien plus lourd que la patience de l'investigation. Celui qui mobilise le plus d'alliés, d'émotions et de relais façonne la mémoire collective à sa guise. Pour donner un exemple,
Lors de l'ouragan Katrina en 2005, de fausses rumeurs sur la criminalité à la Nouvelle-Orléans s'étaient répandues plus vite que les faits vérifiés. L'opinion publique, submergée d'informations anxiogènes, en avait tiré des conclusions hâtives, influençant l'action politique et la réponse humanitaire. L'affaire Kakhovka incarne ce basculement. À qui profite le crime ? Cette question la plus cruciale et la plus vite oubliée. L'Occident, par stratégie, a préféré la version qui sert ses intérêts. La quête de vérité devient secondaire, presque dérangeante. Mais face à cette guerre invisible, il reste des armes. S'interroger, douter, recouper les sources. Toujours se demander à qui profite ce récit. Pourquoi cette version s'impose-t-elle si vite ? Que dissimulent ces réactions instantanées, plus rapides que l'enquête elle-même ? Des outils existent pour affiner votre esprit critique. Par exemple, la méthode SIFT, Stop, Investigate, Find Better Coverage, Trace Claims, invite chacun à arrêter la propagation d'une nouvelle avant d'en vérifier l'origine, à remonter à la source première, à comparer les versions, à chercher des points de vue alternatifs. En pratique, face à une information choc, prenez le temps de consulter au moins 3 médias de sensibilités différentes, lisez les rapports des ONG ou des agences internationales et demandez-vous toujours qui a intérêt à ce que vous croyiez telle version plutôt qu'une autre. Ignorer ces réflexes, c'est devenir la cible idéale. On abdique tout esprit critique, on subit la manipulation plutôt que de la déjouer. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement un drame. C'est notre aptitude collective à distinguer le vrai du faux, à refuser d'être instrumentalisé par la prochaine vague de propagande. Mais que révèlent vraiment les preuves accumulées après coup ? L'enquête rigoureuse, loin du tumulte médiatique, dessine une toute autre réalité. La guerre de l'information n'en est qu'à ses premiers actes. La question n'est plus de savoir si vous serez exposé à la manipulation, mais si vous saurez y résister. Ce qui s'était joué dans la nuit du 6 juin 2023 à Kakhovka dépasse la simple tragédie humaine. Ce fut une épreuve décisive pour notre aptitude collective à démêler le vrai du faux au milieu d'un tumulte de récits contradictoires. Le grondement du barrage, les images de quartiers submergés, l'émotion qui s'ensuit. Tout cela, presque instantanément, s'est mué en arme de persuasion massive, l'opinion publique forgée par la répétition plus que par l'enquête. Après avoir analysé chaque détail, chaque témoignage, chaque indice matériel, force est de constater que la version occidentale dominante, celle qui désigne d'emblée la Russie coupable, repose sur des fondations fragiles. Plus troublant encore, elle semble soigneusement éviter les contradictions, écartant sans scrupule toute piste menant à une possible provocation ukrainienne. Ce choix éditorial, ce silence des grands médias révèlent à quel point l'information peut aujourd'hui servir l'État plutôt que la vérité brute. La question « à qui profite le crime ?» brûle plus que jamais. Accuser la Russie, sans attendre une enquête indépendante, c'est valider un scénario préécrit, quitte à ignorer les incohérences et les paradoxes évidents. Pourquoi Moscou aurait-elle saboté un barrage qu'elle contrôlait, provoquant des inondations, des pertes civiles parmi sa propre population et coupant l'eau à la Crimée ? Pourquoi les témoignages d'habitants du côté russe n'ont-ils jamais trouvé leur place dans nos médias ? Pourquoi l'Occident a-t-il systématiquement balayé toute hypothèse alternative alors que des précédents existent ? Il ne s'agit pas ici d'innocenter quiconque, ni de sombrer dans une propagande inversée, mais de regarder en face la mécanique médiatique qui façonne notre indignation, sélectionne les faits, enterre les doutes. Cette affaire agit comme un miroir implacable de notre époque, une réalité complexe, réduite à une fable commode, à croire ou à rejeter, sans nuance ni débat. C'est là que votre responsabilité entre en jeu. Désormais, votre crédibilité dépend de votre capacité à rester lucide, à questionner l'évidence, à résister à la facilité du prêt-à-penser. D'autres crises surgiront, d'autres récits seront assénés, d'autres manipulations tenteront de s'imposer comme vérité absolue. Refusez d'être de simples spectateurs. Ne laissez personne penser à votre place, même si la pression collective semble insurmontable. Au cœur de la guerre de l'information, l'esprit critique n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue. C'est votre unique défense contre la fabrique de l'opinion, votre seule garantie de ne pas devenir, bien malgré vous, le relais de mensonges orchestrés. Restez vigilant, partagez ce que vous avez découvert ici, et surtout ne cédez jamais à la version la plus commode simplement parce qu'elle crie plus fort que les autres. La vérité dérange, mais elle libère. Cherchez-la, même si cela signifie aller à contre-courant. À l'avenir, rappelez-vous toujours de Kakhovka et des leçons tirées de cette tragédie. La complexité de la vérité, le danger de la manipulation et la force de l'esprit critique.
Lorsque la prochaine crise frappera, souvenez-vous que le doute n'est pas une faiblesse, mais un rempart contre l'obscurcissement du réel. Ce n'est qu'en multipliant les regards, en recherchant les preuves, en croisant les versions, que nous pouvons échapper à la tyrannie des récits imposés. Alors, la prochaine fois que la sirène de l'indignation collective retentira, posez-vous la question: suis-je témoin de la vérité ou d'une illusion